Donc, deuxième partie de ce cours sur l'abstraction, alors abstraction de l'intelligence. Alors ça paraît peut-être un peu technique ce qu'on présente là, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez très bien, aussi bien que moi, quand on parle de l'abstraction, tu es dans l'abstraction où tu as des idées abstraites, ça veut dire souvent tu es dans les nuages, tu es en dehors de la réalité, tu extrapoles. Et on en est là aujourd'hui, alors que l'abstraction, au point de vue philosophique, scientifique, c'est exactement le contraire. C'est atteindre les natures des choses en elles-mêmes. C'est atteindre le cœur de l'être. Donc, vous voyez, toute la distance dans laquelle on est aujourd'hui entre la vérité et ce qu'on pense. Et on peut demander à n'importe qui, ça c'est universel, précisément. On peut demander à n'importe qui, quelqu'un qui a des idées abstraites, qui est dans l'abstraction, ça signifie, la première signification qui nous saute à l'esprit, c'est que la personne est à côté de ses chaussures, comme on dit. Hein. Alors c'est grave, parce que justement l'abstraction, on va voir, c'est un procédé de l'intelligence pour atteindre son objet, et son objet c'est l'être en lui-même, le cœur de l'être, ce qui fait que les êtres, les choses sont ce qu'elles sont. Alors, on a vu comment l'intelligence fait pour acquérir ces idées, c'est-à-dire, on a vu les natures des choses. Alors, on a vu la deuxième proposition dans la première partie tout à l'heure, philosophique à propos des idées. La première, c'était dans le cours précédent, le nominalisme, hein, pour lequel il n'y a que des noms, il n'y a rien derrière, les noms sont des trucs, des systèmes, des façons que nous avons trouvées pour ranger le langage, vous pouvez voir chez eux comment ils s'expliquent, mais pour eux, les mots n'ont pas de valeur en soi, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de réalité. Alors, deuxième position philosophique à propos des idées, on a vu le platonisme. Pour Platon, il existe un monde. Alors pour expliquer ça, il dit qu'il existe un monde. Alors c'est vrai que la solution n'est pas facile à trouver, parce que ce qu'on connaît dans notre intelligence, c'est universel, et la réalité n'est pas universelle, elle est singulière. Il y a des individus, ce qu'avait vu le nominalisme, il y a une quantité d'individus, mais il n'y a pas un homme en soi qui va représenter la nature de l'homme. Alors Platon, il a dit si, il y a une nature, pour chaque nature, il y a une nature en soi et dans un autre monde. On a vu avec son mythe de la caverne, et l'âme elle-même serait une chose en soi qui viendrait de ce monde, et que nous aurions aujourd'hui, et avec laquelle nous nous souviendrions, d'où le nom de réminiscence de cette doctrine de Platon, nous nous souviendrions de ce monde là-haut, des êtres en soi, et quand on connaît des êtres sur Terre, eh bien on aurait une sorte de souvenir de ce qu'on a connu là-haut, et c'est comme ça qu'on apprendrait à connaître les choses, que l'intelligence saisirait ces natures. Vous voyez, ça explique, lui il explique comme ça, que pourquoi l'intelligence a en elle-même des idées universelles, c'est parce qu'elle a connu ces idées, ces êtres en soi là-haut qui sont universels. Alors, on a vu que ça pouvait pas être, parce que l'universel ne peut pas être en même temps être singulier. Et puis en plus, quand on connaît les choses, on se rend bien compte qu'on connaît une chose. Quand je connais un cheval, je connais les chevaux que j'ai rencontrés dans mon existence, et c'est à partir de là que j'en déduis la définition, l'essence du cheval. Hein? Le problème, c'est que nous connaissons d'une part des êtres individuels. Là, je fais une révision un peu de ce qu'on a vu dans le cours précédent. Ce n'est pas inutile parce que c'est une question assez difficile. Bon, qui est simple en soi, mais qui est difficile quand même. Nous connaissons le problème, nous connaissons d'une part des êtres individuels par l'essence, et d'autre part les natures universelles par l'intelligence.
et l'universel n'a pas d'intelligence à part. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit pour ça? Vous voyez, on a toujours un procédé scientifique, on a d'une part on a ci, d'une part on a ça. Bon, il faut accorder les deux choses pour avancer et trouver quelle peut être la solution. Alors, comme en intelligence, là, la question s'y prend pour passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire des êtres particuliers à ces définitions universelles. Alors on dit, par l'activité de l'intelligence, ça peut être que ça, hein, ça peut pas être les choses elles-mêmes puisqu'elles sont singulières, ça peut pas être un monde d'idées à part du monde réel qu'on connaît, parce que sinon, parce qu'on sait bien que c'est le monde réel qu'on connaît, ce ne sont pas des idées qui viennent on ne sait où, et donc il ne reste que cela. Mais alors l'idéalisme a reconnu cette solution, mais l'a portée à l'extrême, c'est-à-dire qu'elle a dit que toute connaissance intellectuelle était une production, une activité de l'intelligence. Alors on retombe un petit peu dans la même, vous comprenez, on retombe dans la même résolution que Platon, c'est-à-dire qu'on ne connaîtrait rien en fin de compte, hein. C'est nous-mêmes qui fabriquerions ces notions universelles des êtres, de la nature, et en fin de compte, il n'y aurait pas de relation entre la connaissance et la réalité. Alors qu'il faut absolument retrouver cette relation, parce que c'est de là que dépend la vérité, vous savez. Et c'est pas rien, hein, parce que quand vous pensez, hein, si vous considérez que premièrement, toutes les communications qu'on a avec les autres, et même en nous-mêmes, quand on fait des raisonnements, quand on connaît, quand on apprend, quand on rédige un rapport, n'importe quoi, quand on fait un projet, on se sert que des mots. On ne se sert que des mots d'un langage. Hein, toutes nos réflexions, et tout ça, c'est dans le dictionnaire. Et tout ça, tous ces mots ont une définition, et cette définition de ce qu'on appelle l'essence, c'est ce qui représente ce qu'est la chose. C'est pas des idées venues de Mars ou de Pluton, c'est ce qu'est la chose. Hein. Vous vous rendez compte toute l'importance de ça. Hein. Parce que sinon, si ça c'est faux, toutes nos réflexions à nous, personnelles, toutes nos relations sont fausses, et tous les dictionnaires sont faux. Alors il faut tout mettre à la poubelle. Hein. C'est pas loin, hein, c'est grave. Donc c'est un peu embêtant peut-être pour certains à étudier, mais il faut considérer les choses en elles-mêmes. Et donc nous, les solutions qu'on propose, c'est pas des idées à nous, on retrouve ce qui a été dit depuis longtemps, donc on va voir. La solution a été retrouvée par ce grand Aristote, et qui est beaucoup décrié aussi aujourd'hui, hein, le pauvre, alors qu'il est à la base de tout ce qu'il y a de meilleur en philosophie scientifique fondamentale. Hein. La solution a été trouvée encore par ce grand Aristote et perfectionnée par les grands docteurs du Moyen-Âge, en particulier par saint Thomas d'Aquin. Cette solution prend effectivement en compte tous les différents aspects vrais qui ont été vus par chacun des systèmes précédents. Vous voyez, c'est ça la vraie philosophie. Philosophie réaliste, c'est on ne dit pas, bah là, lui, il a fait ça, mais c'est pas faux, c'est lui, il a fait, bon, on met tout à la poubelle, ce qu'a fait Descartes. Hein. Descartes, il a tout mis à la poubelle, il a voulu tout recommencer tout seul, et il s'est trompé aussi, parce que il a jeté le bon avec le mauvais. Alors que la vraie philosophie, ça c'est Aristote et saint Thomas à la suite, et tous les grands docteurs de l'Église agissent intelligemment en essayant de discerner ce qu'il y a de vrai, parce que ce sont des grands génies, donc il y a toujours quelque chose de vrai, puis il y a un respect des gens. Hein. Jeter à la poubelle, c'est un manque total de respect de ces grands esprits. Bon, moi je le fais aussi un peu des fois quand je parle de Descartes, tous ces idéalistes là, tous ces idéalistes qui nous ont pourri, excusez-moi l'expression, mais pourri notre pensée occidentale. Hein. Bon. Alors, comment il s'y prend Aristote et saint Thomas? Le nominalisme, donc, a bien vu que tout vient par l'intermédiaire de la sensibilité. On répète encore, hein, mais je crois que c'est pas inutile.
Mais il est tombé dans l'erreur en pensant que la connaissance intellectuelle est d'une nature semblable à celle de la connaissance sensible. Hein, pour lui, il n'y a que des individus. Il a raison dans un sens, mais il faut aller plus loin que ça. Deuxièmement, Platon a bien vu que la connaissance intellectuelle est d'une toute autre nature que la connaissance sensible, mais il est tombé dans l'erreur en méconnaissant l'origine sensible de tout ce que nous connaissons. On est à l'opposé de l'erreur du nominalisme. Et puis, l'idéalisme a bien vu qu'il fallait une activité de l'intelligence pour accéder aux idées universelles, mais il est tombé dans l'erreur en poussant l'argument trop loin, en prétendant que tout ce que nous connaissons résulte de cette activité intellectuelle, en méconnaissant comme Platon que toutes nos idées viennent de l'expérience sensible. Ça, n'importe qui le reconnaîtra. Il faut reconnaître les vérités partielles de chacun de ces systèmes, comme on le disait, et tâcher d'en trouver la cohérence, de manière à ce qu'elles deviennent complémentaires. Voilà, ça c'est l'intelligence des vrais philosophes qui savent discerner, on va rappeler discerner et en latin, savoir séparer juste au l'endroit où il faut, quick, ça va pas, je l'enlève, ça je le garde, c'est bon, crac crac, et on essaye d'accorder tout ce qu'il y a de bon. Il faut donc tenir que, premièrement, tout nous vient d'abord par l'intermédiaire de la connaissance sensible. Le monde de Platon, on n'en a aucune preuve, on n'en a aucune connaissance, sinon une impression, on a vu. Deuxièmement, la connaissance intellectuelle est d'une toute autre nature que la connaissance sensible. Ça, c'est ce qu'il faut garder, ce qu'il y a de bon. Il est d'une autre nature, et on verra entre parenthèses que c'est ce qui nous distingue des animaux. C'est une différence fondamentale. Et troisièmement, il y a nécessairement une activité de l'intelligence pour découvrir ces idées. On va partir d'un exemple. Prenons l'idée d'homme. On arrive à se faire une idée de l'homme, à découvrir sa nature, à partir du moment où l'on a rencontré un certain nombre d'hommes, que l'on connaît par la sensibilité. Bon, c'est pas absolument nécessaire. On peut découvrir la nature d'une chose à partir d'un seul être. C'est mieux d'en avoir plusieurs, ça permet de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accidentel. Mais comme on l'a vu, dans ces hommes individuels, l'intelligence connaît tout autre chose que des hommes individuels sensibles et particuliers, avec leur détermination particulière. Elle découvre à travers ces hommes différents les uns des autres, par leurs caractéristiques particulières, la nature intelligible universelle de l'homme, ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont essentiellement, c'est-à-dire la nature humaine, nature qui appartient de la même manière à tous les hommes. Un homme, il est homme du début de sa vie jusqu'à la fin, et tous les hommes sont hommes autant l'un que l'autre. Il n'y a pas des hommes qui sont plus hommes que les uns que les autres. Si vous en rencontrez un, vous viendrez me le dire. Et pourquoi? Parce qu'ils ont, alors c'est ça qu'il faut trouver, ils ont l'essence de l'homme, ce qui fait que l'homme est homme. Autrement dit, l'activité de l'intelligence, pour accéder à l'idée d'homme, à la nature universelle intelligible d'homme, à partir des hommes que nous présente la sensibilité, l'activité de l'intelligence consiste à découvrir, à partir de tous ces hommes particuliers, l'idée universelle de la nature humaine. Vous voyez, c'est tout simple en fin de compte. L'activité de l'intelligence doit donc être une activité de découverte, et c'est à partir de l'expérience sensible que l'intelligence doit découvrir l'idée universelle. Et on voit qu'en reconnaissant que cette activité de l'intelligence est une activité de découverte, on retrouve ce qu'il y a de vrai dans chacun des systèmes précédents. Vous voyez, on constate. Premièrement, tout vient par l'intermédiaire de la sensibilité, vérité du nominalisme, parce que c'est dans chacun des êtres particuliers qu'il s'agit de découvrir l'idée universelle d'homme.
Deuxièmement, cette activité de l'intelligence conduit à une nature de la connaissance intellectuelle radicalement différente de ce qu'est la nature de la connaissance sensible, la vérité du platonisme. Et enfin, il doit y avoir une activité de l'intelligence, vérité de l'idéalisme, car cette activité de découverte demande des efforts, on le sait, vous savez, les étudiants, les chercheurs, tout le mal qu'ils se donnent pour trouver des explications au monde qu'ils découvrent. Cette activité demande des efforts. Pour découvrir en effet quelque chose, nous savons qu'il faut faire des efforts plus ou moins importants. Parce que ça couvre toute la connaissance. Vous imaginez, l'intelligence, c'est ce qui fait toutes les sciences, en fin de compte. Donc, c'est dans tous les domaines. Le domaine des chercheurs, en physique, en biologie, en astrologie, en philosophie, tous les domaines, géographie, histoire. C'est ce que veut dire, en fait, étymologiquement, le mot intelligence. Car ce mot vient du latin intelligere, ou intellegere, formé de intus, qui signifie à l'intérieur, et legere, qui veut dire lire ou cueillir. Il s'agit tout simplement, si l'on veut, de lire à l'intérieur des êtres individuels, de cueillir cette idée universelle. Il s'agit pour l'intelligence d'introduire son regard à l'intérieur des êtres individuels pour y découvrir leur nature intelligible universelle. C'est ce travail de l'intelligence qui est une activité de découverte. Quelle est donc cette activité de découverte? On l'a vu, hors de l'intelligence, la nature humaine n'existe qu'avec toutes ses déterminations individuelles particulières, chez tous les hommes que nous pouvons rencontrer, comme elle existe dans cet homme blond, avec ses lunettes dorées, sa figure rubiconde et sa stature de rugbyman, de même que cette nature humaine existe aussi particulière chez cette femme brune, aux longs cheveux, à la démarche légère, etc. Hors de la pensée, la nature humaine n'existe qu'avec toutes les déterminations individuelles particulières dans les individus que nous connaissons par la sensibilité. Ça va, vous suivez? C'est pas dur. C'est seulement dans l'intelligence que l'idée d'homme existe sous forme d'universalité qui nous permet de connaître tous les hommes sans exception, parce que nous savons ainsi ce qui fait qu'un homme est homme. Vous voyez, l'essentiel, l'essentiel, dans le langage courant, vous voyez ce que ça veut dire à peu près, c'est-à-dire ce qui constitue une chose, on a la définition dans le langage courant, ce qui constitue une chose dans ce qu'elle est au fond et qui ne change pas malgré les changements extérieurs, accessoires, accidentels, comme on dit en philosophie. La difficulté est dans le passage de l'un à l'autre. Comment l'intelligence procède-t-elle pour accéder, à partir des êtres individuels particuliers, à l'idée universelle de la nature humaine? Comment se fait le passage de l'un à l'autre? Bon, la définition de l'homme, vous l'avez déjà donnée, je pense, en passant. Mais en fin de compte, ça n'a pas trop d'importance. La définition, c'est tout ce qu'il y a dans le dictionnaire. Puis bon, il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet, parce que ce ne sont pas toujours les vraies définitions essentielles. Bon, souvent ce sont des définitions descriptives qu'on est obligé de faire d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas toujours à l'essence. Donc la définition de l'homme, c'est en latin, c'est animal rationalis, c'est-à-dire un être qui a en même temps la nature de l'animal, et puis la nature rationnelle, c'est-à-dire l'intelligence qui raisonne. On verra ce que c'est que le raisonnement dont ne sont pas capables les animaux. On verra que les animaux ont quelque chose qui rappelle l'intelligence, mais c'est pas proprement l'intelligence. Alors, comment se fait le passage de l'un à l'autre, des êtres individuels à l'idée universelle de nature humaine? Eh bien, pour faire ce passage, dans cette activité de découverte dont on parlait tout à l'heure, l'intelligence doit tout simplement séparer la nature humaine de tout ce qui l'accompagne dans le monde sensible, de tout l'individuel.
voyez, car elle est là, cette nature humaine, hein, dans chaque homme particulier, hein, on l'a vu, chaque homme particulier est là, sinon il ne serait pas ce qu'il est, hein, puisque c'est par l'essence, c'est par elle, par cette nature humaine que l'homme est homme. Et on a vu que ce n'est pas une idée en l'air, mais une véritable réalité. Eh bien oui, pour passer de cet être individuel à l'idée universelle d'homme, l'intelligence doit comme séparer la nature humaine de tout ce qui l'accompagne d'individuel dans les êtres particuliers. Dans ce monde, en effet, la nature humaine est comme habillée par toutes les déterminations particulières sensibles, comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, le fait d'être un homme ou une femme, etc. L'intelligence doit séparer la nature humaine de toutes ces déterminations individuelles qui l'accompagnent dans le monde sensible. Elle doit de cette façon comme extraire l'intelligible du sensible. Hein, vous voyez où on va en venir. Cette activité de l'intelligence est une activité d'extraction qui consiste à séparer la nature intelligible de toutes les déterminations particulières que nous rencontrons dans le monde sensible. Autrement dit, cette activité est analogue à l'extraction d'un métal à partir d'un minerai. Vous voyez, pour donner une petite image. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais ça donne une idée. Idée au sens courant, là. Hein. Cette activité d'extraction est la première activité de l'intelligence. En fait, on ne l'appelle pas extraction, mais abstraction. Bon, ce qui veut dire un peu la même chose, si on néglige les précisions de cette admirable langue latine. C'est la même racine qui vient du latin trahere, hein, traction, trahere, qui veut dire tirer. Hein, traction avant, traction arrière, c'est ce qui tire la voiture. Bon. Les préfixes ex ou ab indiquent une idée d'origine et l'ensemble veut dire tirer de. Hein. Ex ou ab, c'est un petit peu c'est synonyme comme préfixe. Hein. C'est pas la même chose. Mais bon. Abstraire veut dire tirer de, c'est-à-dire tirer nos idées intelligibles universelles de la réalité sensible individuelle. Ah, vous voyez là, comme le mot abstraction, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on entend habituellement dans le langage courant. Et vous voyez, vous constatez que ça, c'est à cause de cette idée de l'abstraction dans le langage courant vient de toutes ces philosophies qui nous ont abîmé, pour parler gentiment, notre vérité fondamentale d'abord de la connaissance. L'activité première de l'intelligence est donc une activité d'abstraction. Et c'est pourquoi toutes nos idées sont abstraites, c'est-à-dire tirées de la réalité sensible. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus sympathique comme ça. Et vous voyez que l'idée qui vient d'abstraction, elle n'est pas en dehors de la réalité, mais au contraire, elle en est tirée dans son centre, puisque c'est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Par exemple, en ce qui concerne la chute des corps, la physique parle de corps pesant, hein, en écartant le fait que ce soit un caillou, une boule de pétanque, ou de cristal, ou un chat, ou n'importe quel autre corps. Hein. On a abstrait de tous ces corps particuliers la notion universelle de corps pesant, en ne retenant que cette caractéristique. Hein. De même, quand je retiens de certains êtres qu'ils sont vivants, je saisis à travers toutes les caractéristiques particulières des êtres vivants cette chose essentielle chez eux qui est la vie. Hein. C'est une abstraction, c'est-à-dire une réalité universelle en eux, dégagée de toutes leurs caractéristiques individuelles comme êtres vivants. Et on voit que c'est bien une réalité et pas seulement une façon de parler. Hein. La vie, c'est quelque chose, et quand il n'y a plus, eh ben, c'est la mort. Donc, on sait ce que c'est. Hein. De même, quand un jeune cherche à savoir ce qu'est la science, il dégage de toutes ses expériences de la science ce qui va répondre à sa question, c'est-à-dire la nature de la science. Hein.
Parce que vous voyez, vous comprenez que la définition, l'essence s'applique à tout ce qui a, toute réalité, hein, puisque tout est ce que c'est par son essence, hein, sinon ça ne serait pas, ou ça ne serait pas déterminé, et ben, tout a une essence et tout peut être connu par l'intelligence et connu dans son essence par extraction de cette essence à travers plusieurs cas sensibles. Ça ne veut pas dire qu'on arrive toujours à trouver la réponse à nos questions, quand on en trouve une, qu'il y réponde parfaitement. Hein. Mais une réponse juste, en tout ou en partie, représente toujours la nature d'une chose, en tout ou en partie. Oui, ben on ne trouve pas toujours, et parfois on est dans l'erreur, hein, ou on est dans l'imprécision, ça dépend. Ou l'incertitude, donc on dit que l'essence n'est pas clairement visible dans la nature. Hein. Il y a tout un travail, on l'a dit, de l'intelligence pour trouver cette nature, et c'est pas toujours facile, évident, et on n'arrive pas toujours au but. Hein. Des fois on n'y arrive pas, des fois on y arrive partiellement, et des fois on y arrive de façon satisfaisante. Il faut bien ici faire la distinction entre abstraire et faire abstraction de, qui veulent dire exactement le contraire l'un de l'autre. Hein. Abstraire, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire trouver la nature d'une chose dégagée de toutes ses caractéristiques individuelles, alors que faire abstraction de, c'est le contraire, c'est enlever ce qui empêche de saisir l'essence, la nature. Comme par exemple, je fais abstraction des circonstances particulières de cet accident pour en saisir la nature. Nous voyons que l'abstraction ici, en langage philosophique, n'a pas du tout la même signification, comme on le disait, hein, que dans le langage courant. Hein. On répète un peu. Dans le langage courant, dire qu'on est dans l'abstraction signifie qu'on n'est plus dans la réalité, qu'on est dans les nuages, et que alors que dans le langage philosophique scientifique, c'est exactement le contraire. Car l'abstraction conduit à la nature des choses, et la nature plus l'existence, c'est l'être. Et l'être, c'est la réalité. Hein, vous voyez, donc on ne peut pas être plus dans la réalité avec l'abstraction. Et dans le langage courant, on est arrivé à ce tour de force de faire croire qu'on en est complètement l'opposé. Voilà, ça c'est une des constatations du désastre de notre pensée occidentale. Bon, il y a tout n'est pas perdu, mais... Donc, on pourrait dire beaucoup de choses, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, non seulement l'abstraction philosophique n'éloigne pas de la réalité, mais elle y conduit directement, en conduisant à l'être, l'objet de l'intelligence, qui n'est autre que la réalité. Hein. Qu'est-ce que la réalité? Ben, c'est l'être. Hein. Et ce que saisit l'intelligence dans l'être, ben, c'est l'essence plus l'existence. C'est d'ailleurs pourquoi, et elle saisit l'essence par abstraction. C'est d'ailleurs pourquoi les sciences, entendues au sens général et non au sens restreint et abusif d'aujourd'hui, se servent beaucoup de l'abstraction et de façon plus intensive que le monde courant, désirant par là arriver au cœur de l'être, à la réponse plénière au qu'est-ce que c'est de l'homme, la question éternelle de l'homme. Hein. Il se pose que cette question-là, en fin de compte, hein, de diverses manières. Même le pourquoi se réduit à qu'est-ce que c'est. On va développer ce point. Nous continuons à étudier l'activité de l'intelligence à la recherche de son objet, l'être, en enrichissant notre vocabulaire philosophique à ce sujet. Bon, on n'est pas obligé de tout retenir tous ces noms, mais ils vont nous aider à mieux comprendre cette activité de l'intelligence. Du fait que l'intelligence, pour saisir son objet, la nature d'une chose, va faire un certain effort pour le saisir, on comprend que cet objet, appelé aussi l'intelligible, n'est pas intelligible par lui-même, comme la couleur pour la vue. Hein, quand j'ouvre les yeux devant cette montagne, par exemple, paf, tout de suite je vois la montagne, s'il y a de la lumière,
Pour la nuit, évidemment. Alors que un étudiant n'a pas à diriger son esprit, il ne suffit pas qu'il dirige son esprit sur un problème pour en avoir la solution. On en sait quelque chose. Il doit travailler dur. On dit que l'intelligible, l'objet de l'intelligence qui est dans la nature, n'est pas intelligible en acte, mais seulement en puissance. On l'avait déjà noté, la seule connaissance directe, immédiate que nous avons, c'est la connaissance sensible. L'objet de la connaissance sensible est sensible en acte. Un corbeau sur un arbre, en plein soleil, j'ouvre les yeux, je le vois tout de suite, parce qu'il est sensible en acte. Mais l'objet de l'intelligence est intelligible en puissance seulement. Il n'est pas connaissable directement. Je vois un phénomène dans la nature, j'en cherche l'explication. Ma première forcément venir tout de suite. Certaines viennent tout de suite parce qu'elles ne sont pas trop dures à trouver. Mais de toute façon, dur ou pas dur, il faut toujours faire un certain effort de l'intelligence pour le trouver. Ça ne vient pas tout seul. L'objet, l'intelligible n'est pas en acte. On en sait quelque chose, oui, on répète un peu, quand par exemple il faut trouver la solution d'un problème mathématique, ou bien comprendre, on sait combien se sont cassés la tête, si on peut dire, les grands chercheurs comme Einstein ou d'autres, ils ont trouvé des belles choses, mais relativement. Mais ça a été au prix de travaux, de kilomètres de recherche de formules, etc., de calculs mathématiques. Ou bien comprendre ce qui se passe en telle circonstance quand tout paraît inexplicable. Des fois, on se retrouve devant des situations qu'on ne comprend pas. Voilà, il y a une essence aussi d'une situation qui nous permet de comprendre ce qu'il en est. Tout ce qui existe, tout ce qui est déterminé de quelque façon que ce soit, c'est de l'être. Et comme tel, c'est objet de l'intelligence, puisqu'on a vu que l'objet de l'intelligence, c'est l'être. Et tout peut être compréhensible, saisi par l'intelligence, en tant que c'est son objet, quand elle se demande qu'est-ce que c'est. Et à la réponse de ce qu'est-ce que c'est, on sait, c'est l'essence, la définition. On se souvient de la différence entre être en puissance et être en acte. Être en puissance, c'est une possibilité d'être, et être en acte, c'est l'être effectivement réalisé. L'être intelligible, donc l'objet de l'intelligence, est en puissance à être connu dans les choses, et il faut le faire passer de la puissance à l'acte d'être connu. Voyez, pour faire passer cet objet qui est en puissance à être connu dans la réalité, à l'acte d'être connu par mon intelligence. Or, il n'y passe pas de lui-même, l'objet. On peut attendre aussi longtemps que l'on veut dans un fauteuil que la solution d'un problème vienne toute seule, elle ne viendra pas toute seule, il faut faire l'effort de la chercher. Il y a des fois la nuit, on a des idées qui viennent seules, un petit peu seules, mais il y a eu un travail de recherche précédent, et puis il y en a encore un conséquent pour mettre au point ce qui a été ébauché parfois dans la nuit. L'être donc, disions-nous, intelligible ne passe pas tout seul à la puissance à l'acte, mais c'est l'intelligence qui se charge de cet office. C'est l'activité de l'intelligence dont on a parlé, et l'intelligence qui travaille, qui agit pour que l'objet passe de la puissance à l'acte d'être connu. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle l'intellectus agens, ce qui veut dire l'intelligence qui agit, intelligence active, l'intellect agent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Intellectus agens. Une fois que l'intelligible est en acte à être connu, il vient comme s'imprimer dans notre esprit, comme le sensible, la couleur par exemple, vient s'imprimer dans le sens de la vue. C'est ce que la philosophie scolastique, c'est-à-dire celle de saint Thomas,
appelle la species impressa, c'est-à-dire une espèce imprimée. Bon, je ne sais pas si on va dire ce que c'est que l'intellect en acte, mais vous comprenez que c'est toujours l'intelligence, puisqu'on a dit que c'était une activité de l'intelligence. Et donc l'intellectus agens, c'est pas une autre faculté, c'est la même faculté qu'on désigne de ce nom-là pour exprimer cette activité. Alors, autrement dit, donc pour revenir à la species impressa, c'est la réalité, la nature de la chose qui vient s'imprimer en nous, hein, dans notre intelligence, sous forme de cette espèce impresse. Hein, vous voyez, vous avez l'intelligence dénommée à ce niveau-là intellectus agens, qui travaille à rendre la nature que l'on cherche à connaître intelligible en acte, alors qu'avant elle était intelligible en puissance pour notre intelligence. Intellectus agens travaille pour que cet intelligible devienne en acte. Bon, on peut prendre l'image de la lumière, hein. Il fait nuit, je vois un corbeau, il n'y a pas un corbeau, je ne le vois pas. J'ouvre un phare, j'allume un phare, paf. Bon, l'intellectus agens, c'est un peu la même chose. Il met en lumière l'intelligible, ce qui fait que l'intelligible devient en acte alors qu'il était en puissance. Alors, à ce stade, l'intelligible est présent en acte en nous, mais l'intelligence se trouve à ce moment-là en puissance de connaître cet intelligible en acte. Et l'intelligence en puissance de connaître, saint Thomas l'appelle intellectus possibilis, ce qui ne veut rien dire d'autre que l'intelligence en puissance de connaître, ou intelligence en possibilité de connaître. Hein, vous voyez, pas facile à comprendre, mais c'est l'explication, la seule explication possible pour comprendre comment l'intelligence, l'objet de l'intelligence est universel en elle, alors qu'il est particulier dans les êtres individuels. Et alors voilà, se produit alors l'acte de connaissance lui-même, notre acte de connaissance personnelle, par lequel l'intelligible est réellement connu de nous. Hein, suivez bien, parce que là c'est pas facile à comprendre. Or, quand nous connaissons quelque chose avec l'intelligence, nous l'exprimons en nous-mêmes, en notre pensée, c'est un fait. Hein. Et cela est ce qu'on appelle la species expressa. Pardon, j'ai oublié de mettre ça tout à l'heure. C'est-à-dire la réalité saisie, exprimée dans l'intelligence sous forme d'espèce. C'est aussi ce qu'on appelle l'idée, vous vous rappelez, on a vu la notion, hein. Et bien on l'appelle aussi le verbe, hein. Ça, pour nous les catholiques, ça nous rappelle quelque chose. La conception, le concept. Ça va loin, hein, parce que vous allez voir, vous savez que les cathos, nous qui avons eu le catéchisme et tout, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez? Et Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit. Et donc c'est surtout au niveau de notre esprit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est Trinité. Ah, et vous allez voir qu'on a là, on peut avoir là une explication de une forme de connaissance de la Sainte-Trinité, parce que c'est un mystère, hein, mais ça peut nous aider à mieux comprendre qui est Dieu en lui-même, hein, on le verra. Voilà, donc la species expressa, c'est l'idée expresse, exprimée, c'est la nature, l'essence de la chose, connue dans l'intelligence sous forme d'expression, d'idée, sous forme universelle. Ah, vous voyez? C'est là que la nature devient universelle, quand elle est connue par l'intelligence. Et ça, c'est, vous savez, j'ai beaucoup recherché, beaucoup fait de recherches parmi les grands docteurs du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, en latin. Et ce sont des études très, très difficiles, hein, très précises, en particulier avec Jean de Saint Thomas, quand on a écrit des livres et des livres.
Et c'est ce qui se correspond avec tout ce qu'on a de l'expérience, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça la recherche de la vérité. La philosophie réaliste, c'est de rechercher ce qu'est la réalité des choses en elles-mêmes et non pas des idées qu'on s'en ferait. C'est un fait que l'intelligence connaît son objet ainsi. Ça ne se prouve pas, c'est la nature de l'intelligence qui est comme cela. Vous voyez, pourquoi l'intelligence connaît son objet en l'exprimant sous forme d'espèce expresse par laquelle l'objet devient universel. Ça, c'est une constatation que l'on fait dans notre connaissance, dans l'expérience de notre connaissance. L'intelligence exprime ce qu'elle connaît sous forme d'espèce expresse, qui est la nature connue d'une chose sous forme universelle. Et c'est là précisément que l'intelligence comprend, connaît. Je répète, alors vous avez l'intelligible, l'homme se pose la question qui est cachée, pour ainsi dire, dans l'expérience sensible. L'homme se pose la question, qu'est-ce que c'est? Alors là, il commence à jeter son regard dessus. Il travaille pour essayer de comprendre ce que c'est. Il met la chose en lumière. Intellectus agens, qui agit sur la nature des choses pour faire passer l'intelligible de la puissance à l'acte, d'être connu. Ensuite, dans la connaissance, quand l'intelligence comprend cette chose, c'est-à-dire quand... parce qu'avant, la nature en acte, elle est en acte, mais elle n'est pas encore. Mon intelligence est encore en puissance de connaître, elle n'est pas encore en acte de connaître. Elle a fait passer la nature en acte d'être connue, mais notre intelligence n'est pas encore en acte de connaître, elle est en puissance de connaître. Et quand l'intelligence passe de la puissance à l'acte de connaître, cette espèce impresse qui est devenue en acte à être connue, elle connaît cet objet, et en le connaissant, c'est la même action, c'est la même action. Elle l'exprime sous forme d'espèce expresse en elle-même, sous forme universelle. Vous voyez, pas facile, la nature de la chose, de porter à l'acte, en pleine lumière, par l'intellectus agens, l'intelligence en puissance de connaître, passe à l'acte de connaître, en exprimant en elle-même cette espèce impresse qui devient espèce expresse, et c'est dans l'expression de cette espèce que se produit l'intellection, la compréhension, la saisie de l'objet de l'intelligence, la nature de la chose. Voilà, tout à partir de l'expérience et du raisonnement. Donc voilà, c'est un fait que l'intelligence connaît son objet ainsi, ça ne se prouve pas, c'est la nature de l'intelligence qui est comme ça. Je connais bien le problème parce que j'ai passé des années à l'étudier et j'ai produit une thèse sur la vérité, où on développe ça de façon assez conséquente. Elle exprime ce qu'elle connaît, l'intelligence sous forme d'espèce expresse, qui est la nature connue d'une chose sous forme universelle. On voit donc la distinction entre la species expressa et la species impressa. La species impressa, ou espèce impresse, c'est la réalité intelligible en acte à être connue, dans l'intelligence, mais pas encore connue. Et la species expressa, c'est la réalité, la nature de la chose en acte d'être connue, c'est-à-dire qui est connue en acte par l'intelligence, et qui est exprimée sous cette forme de species expressa, sous forme universelle. On dit même que la compréhension elle-même, la saisie de l'intelligence, consiste en l'émission de cette species expressa, c'est la même chose. Ce qu'on vient de le dire, comprendre et produire cette espèce expresse qui est sous forme universelle, c'est la compréhension, c'est l'essence de la compréhension en fin de compte. Bon, c'est un peu difficile tout ce que je vous dis là, ça peut être pour ceux qui ont très faim de précision, on sait qu'on en a besoin.
Mais, comment dire, le principal, c'est de comprendre que les choses, par exemple, que l'abstraction, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on entend dans le sens courant aujourd'hui. Mais regardez-le un petit peu quand même, pour ceux qui arrivent à saisir, quand même, parce qu'on va s'en servir à propos de Dieu après aussi. On voit ainsi que la connaissance intellectuelle consiste en la découverte d'une richesse cachée à l'intérieur des êtres par l'abstraction. C'est un profond enrichissement, car alors on connaît vraiment quelque chose de nouveau, la nature de la chose que l'on cherchait à connaître. Et c'est pourquoi la position du nominalisme est inadmissible, en réduisant l'abstraction à une généralisation de l'expérience sensible sans réalité correspondante. On l'a vu, pour lui l'objet de l'intelligence est simplement une image commune, une généralisation de l'expérience sensible. Or, une image commune, c'est nécessairement un appauvrissement. Car pour l'avoir, nous devons gommer toutes les différences de manière à arriver à quelque chose de général et de flou. Alors qu'au contraire, la connaissance intellectuelle est un enrichissement en ce qu'elle consiste à découvrir une richesse cachée à l'intérieur des choses et bien supérieure à l'apparence. Bon, comme on l'a remarqué aussi, sans ça, il n'y aurait pas de connaissance, pratiquement. Il n'y aurait que du sensible et on ne comprendrait absolument rien de la réalité. Tout ce qu'on comprend, même les raisonnements que les nominalistes font pour expliquer leurs choses, ils ont besoin de la nature des choses pour ça. C'est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Les êtres ne sont pas seulement des apparences sensibles, des êtres corporels sans plus, qui se ressemblent par endroits, ce qui permet d'en tirer des généralités. On peut le faire aussi, mais on a vu que pour rendre raison de l'admirable ordonnance des êtres en eux-mêmes, il fallait nécessairement admettre un principe d'organisation qui a même une vie interne en lui-même, comme pour l'âme de l'homme, une vie matérielle, spirituelle. Eh bien, la nature, l'essence, c'est cela. C'est ce principe uni à la matière pour donner les êtres corporels que nous connaissons et dont nous faisons partie. C'est véritablement une réalité différente du sensible. Bon, il y a une distinction à faire, les spécialistes la remarqueraient. C'est pas tout à fait l'essence qui unit à la matière de l'être, c'est la forme plus précisément, parce que la matière est comprise dans l'essence. Mais bon, oubliez ça si vous voulez. Enfin là, on va mettre en relief le fait que l'essence c'est quelque chose de réel dans les choses, dans les êtres, et que sans elle, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. C'est pas facile à concevoir, parce que un être, surtout aujourd'hui, on veut tout faire passer pour du matériel, du composé d'atomes, mathématisable, etc. Concevoir une essence qui soit pas, qu'on puisse pas toucher, ni voir, ni mesurer. C'est ce que répondait Einstein à Jacques Maritain quand ils sont rencontrés, ils ont discuté ensemble. Et après quelques réflexions de Jacques Maritain, Einstein il dit mais qu'est-ce que c'est pour moi tout ça? Si ça tombe pas sous mes instruments de mesure, ça voulait dire pour moi ça n'existe pas. Alors que bon, on s'étend pas trop. La nature, c'est cela, voilà, c'est ce qui fait que les êtres sont ce qu'ils sont. C'est aussi ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est que se pose l'intelligence. Et s'il n'y avait aucune réponse à cette question, s'il n'y avait pas de réalité derrière qui corresponde à la réponse à cette question, il n'y aurait aucune réponse à aucune question. Il n'y aurait pas de connaissance, pas de science, il n'y aurait que des connaissances sensibles dont on ne pourrait rien dire, parce qu'il n'y aurait aucune explication de rien. Il n'y aurait donc même pas de langage. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? On voit à quelles absurdités on aboutit
avec cette théorie si on réfléchit un peu sérieusement, si on va au bout de leur conception, hein, le nominalisme en particulier. Il faut beaucoup insister sur ce point pour dire que la connaissance de l'intelligence par abstraction est véritablement une richesse de connaissances supplémentaires par rapport à la connaissance sensible. Pardon. C'est vraiment un enrichissement pour la connaissance. D'autant plus, comme on l'a dit, qu'on va là vers le centre de l'être, et donc vers la réalité plus consistante, si on peut dire. Le noyau, hein, le cœur de l'être. On aura l'occasion d'en reparler. C'est ce que Hegel lui-même, qui était idéaliste, n'avait pas compris non plus en identifiant l'être au néant. Hein. On l'a vu, hein, son raisonnement avait quelque apparence de vérité. Parce qu'il est vrai qu'on arrive à la pure notion d'être en lui enlevant tout ce qui le particularise de quelque manière, en l'abstrayant de tout ça, pour ne garder que la seule notion de quelque chose qui a l'existence. Hein. L'être, c'est ça, quelque chose qui a l'existence. Ce qui a l'existence. Mais ce n'est pas parce qu'on le dépouille de toute particularité pour le trouver qu'il ne reste plus rien après. Hein? On le découvre au contraire dans toute sa pureté, dans toute sa puissance, dans tout son mystère. Mais il est vrai que le problème n'est pas facile. On se souvient que ça a été l'une des pierres d'achoppement de la philosophie dans son histoire, qu'aura résolu avec son génie notre grand Aristote. L'abstraction est donc le procédé fondamental de l'intelligence humaine, sa première activité, on verra qu'il y en a d'autres, hein. En particulier le raisonnement, hein, vous connaissez, on le verra, pour tirer les premières pierres de la connaissance que sont les notions, les idées. On va voir que c'est en les assemblant que se forme la pensée. Hein, oui, il y a cet aspect-là aussi, s'il n'y avait pas de ce procédé de l'intelligence, cette activité de l'intelligence pour saisir son objet, il n'y aurait pas de raisonnement, parce que le raisonnement est formé d'éléments, pour ainsi dire, hein, les premières pierres de la connaissance. Et c'est avec ces pierres-là, en les assemblant d'une certaine manière, qu'on arrive à d'autres connaissances. Hein. Mais auparavant, il faut noter qu'il y a plusieurs degrés d'abstraction. Ah, bon, ça c'est un peu corsé, mais je pense que c'est bon de connaître tout ça. Je regarde, oui, cette partie courbe est particulièrement un peu longue, mais bon. Alors, les degrés, il y a plusieurs degrés d'abstraction. Ce fait se comprend très bien d'après ce qu'on a dit, que cette connaissance des notions se fait en allant vers le cœur de l'être à découvrir. Ah bah oui. On comprend alors sans peine qu'il puisse y avoir comme des degrés de profondeur dans cette connaissance de l'être en allant vers son centre. Hein? Oui, l'activité de l'intelligence, on l'a vu, c'est introduire son regard à l'intérieur des choses, et ce regard peut pénétrer plus ou moins profondément. Et selon ces degrés de profondeur du regard de l'intelligence dans chaque réalité, on a différents degrés de connaissance que l'on appelle tout simplement les degrés d'abstraction. Il y en a trois. Le premier est ce qu'on appelle le degré physique d'abstraction. On y parvient en écartant tous les caractères particuliers, individuels, sensibles, physiques, comme dans l'exemple du caillou, de la boule de pétanque, du chat vu ci-dessus, pour ne retenir, abstraire, que les caractères sensibles universels, comme de corps pesants. Ou bien, autre exemple, on va abstraire de ce mouvement-ci et de ces mouvements-là particuliers la notion universelle de mouvement, en disant que c'est un changement de lieu, que l'on peut mesurer par le lieu et le temps. Ou bien de cette couleur-ci ou de cette couleur-là, on tire, on abstrait la notion universelle de couleur,
en disant que chaque couleur correspond à une certaine longueur d'onde, par exemple. C'est ainsi encore que l'on tire des quantités de lois dans les sciences expérimentales, comme en biologie et en chimie. Il suffit pour cela de tirer un intelligible universel de plusieurs individus sensibles, ou même d'un seul, mais considéré sous différents aspects, comme le Soleil. Deuxième degré d'abstraction, on peut encore pénétrer plus profondément dans l'être en écartant non seulement le sensible particulier, mais encore le sensible universel, l'objet du premier degré d'abstraction, pour ne plus considérer que la quantité. Et c'est le deuxième degré d'abstraction qu'on appelle le degré mathématique, parce que la quantité, c'est l'objet de la science mathématique. Hein, ouais. Par exemple, un point, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça déjà, un point, du point de vue mathématique, ne peut pas être représenté sensiblement. Quand on fait un point on veut faire un point sur un papier, même sur un ordinateur, si on grossit, on trouvera toujours une surface. Ça sera un disque, mais ça ne sera pas un point. Et aussi petit qu'on veuille le représenter, on pourra, en admettant qu'on puisse grossir la vue autant qu'on veut, on trouvera toujours une surface, on ne trouvera jamais un point. Un point n'est pas représentable sensiblement. Hein? Un point, c'est une détermination d'une position dans un espace. Hein? Il est obligatoirement sans surface. Vous voyez comment on abstrait, dans ce deuxième degré d'abstraction, même ce qu'on avait retenu d'universel dans le premier degré, mais qui était encore sensible. Pour définir le point, on abstrait tout ce qu'il y a de sensible. On est obligé d'abstraire, sinon on n'est pas dans les mathématiques. Hein. Le point, tant qu'il a une surface sensible, c'est pas le point. Donc on est obligé d'abstraire tout ce côté sensible du point pour ne plus retenir que l'aspect de position. Vous voyez, là, il n'y a plus rien de sensible. Hein. Vous voyez, même de façon universelle, hein, le disque, par exemple, peut être vu d'une façon universelle. Définition d'un disque, une certaine surface de forme circulaire, hein, de couleur rouge ou noire, tout ce qu'on veut. Et bien en mathématiques, on garde seulement de cela l'aspect position. En l'occurrence, on peut prendre le centre du disque. Et alors vous voyez que là, il n'y a plus rien de sensible. Et pourtant, les mathématiques, ça existe. Bon, c'est vrai que les chercheurs se posent la question de savoir si c'est vraiment réel, si c'est dans la nature ou si c'est pas dans la nature, ou si c'est simplement un produit de l'esprit humain. Et alors ils se posent les trois questions. Est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est seulement dans l'esprit humain? Ou est-ce que c'est dans les deux? Alors ce qu'il faut répondre, c'est que les mathématiques s'occupent des rapports de quantité entre les êtres. Hein? Eh bien ces rapports de quantité, ils existent dans la nature. Hein? Si un corps, par exemple la Lune, est à telle distance de la Terre, c'est une réalité, c'est un fait. C'est pas quelque chose de mon esprit, parce que c'est quelque chose de précis que je peux mesurer. Hein? Donc les mathématiques ont leur objet dans la nature, mais elles sont abstraites pour ne retenir que l'aspect quantitatif, rapport quantitatif entre les choses. Alors après, il y a des procédés mathématiques qui sont purement des procédés de raison, qui sont des façons de l'intelligence de découvrir de nouvelles solutions, de nouvelles explications. Alors à l'intérieur de l'intelligence, il peut y avoir de la raison, il peut y avoir quelque chose de purement rationnel, purement de l'esprit. Mais de toute façon, les rapports
quantitatif entre les objets, ce sont des choses réelles, ce sont des faits qui ne sont pas... c'est-à-dire qu'en fin de compte, le processus interne du raisonnement mathématique des savants peut être quelque chose de purement à l'intérieur de l'esprit, mais le point de départ, ça sera toujours des mesures prises dans la réalité, et le point d'arrivée, ça sera des constatations, des déductions, des calculs. Le résultat des calculs, ça sera un rapport de quantité entre des réalités. Ce ne sera pas quelque chose de purement, comment dire, je ne peux pas dire spirituel, mais de purement rationnel, parce que de toute façon, on l'a vu, tout ce qu'on peut produire dans notre esprit qui ne serait pas en correspondance avec la réalité n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien, parce que c'est forcément connaissance, et si c'est connaissance, ça doit être connaissance de quelque chose, sinon c'est pas connaissance, c'est rien. C'est équivalent à du néant, du point de vue de la connaissance. Mais, voilà. Troisième degré, là on va l'eau un peu, hein. Troisième degré, plus élevé degré d'abstraction. Dans ce degré, on écarte non seulement les caractéristiques individuelles et sensibles, les phénomènes physiques plus ou moins universels, mais aussi la quantité, pour ne plus considérer que l'être en lui-même, l'être en tant que tel. C'est ça, c'est la définition de l'objet de la... C'est la métaphysique, donc oui, on va le dire, qui s'occupe de ça, et c'est la définition de l'objet de la métaphysique. L'être en tant que tel. C'est ce qu'on appelle le degré métaphysique, parce que l'objet de la métaphysique, oui, comme on disait, qui signifie au-delà de la physique, métaphysique au-delà de la physique, son objet, c'est l'être en tant qu'être. Il y a donc 3 degrés d'abstraction, physique, mathématique et métaphysique, qui sont 3 degrés de profondeur dans l'être, ce qui veut dire que le regard de l'intelligence pénètre de plus en plus dans l'être. Alors si vous êtes intéressé, s'il y a des gens, des chercheurs ou des étudiants qui sont intéressés par la question, vous avez Jacques Maritain, vous avez les degrés du savoir. Alors là, il étudie ça vraiment en profondeur et de précision. Voilà. Jacques Maritain, les degrés du savoir. Ce fait entraîne une certaine hiérarchie dans la connaissance, en sorte que celui qui arrive à pénétrer jusqu'au degré métaphysique arrive à un degré élevé de connaissance, au degré le plus élevé. Là, vous comprenez pourquoi on disait que la métaphysique, c'est une science pas facile. Donc, et ce ne sont pas les mathématiques qui sont au sommet, c'est justement. Donc, tous les êtres corporels que nous côtoyons et dont nous faisons partie, nous pouvons les connaître à plusieurs niveaux. C'est ça qu'on peut retenir, si vous voulez. Si on peut dire de façon... Nous pouvons les connaître à plusieurs niveaux, si on peut dire de façon physique, mathématique ou métaphysique. Ce sont les 3 seuls degrés d'abstraction. Il n'y en a pas d'autres. Et tout ce que nous connaissons se rattache à l'un ou l'autre de ces degrés, ou à plusieurs. Avec le degré métaphysique, on est au cœur de l'être. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est pourquoi cette science est si difficile. Et donc ces cours aussi qui nous y font entrer. Mais on comprend aussi qu'elle réserve la plus grande joie pour la connaissance, qui se réjouit d'autant plus qu'elle est plus dans la réalité, dans le plus consistant de la réalité, si on peut dire. C'est le grand problème, entre parenthèses, de notre époque, c'est qu'on considère les mathématiques comme le summum de la science, alors qu'elles ne s'occupent que, si on peut dire, de la quantité entre les réalités corporelles, sensibles. Et que la science la plus haute, c'est la métaphysique. Et la métaphysique, on est arrivé à la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, et pour moins que rien.
Vous voyez le grand drame où on en est du point de vue de la connaissance. Hein. C'est ce qui a fait dire à certains auteurs scientifiques que l'être n'existe pas. Ils s'en servent pas, ils n'en ont pas besoin, ni en physique, ni en métaphysique. Ils n'ont pas besoin de la notion d'être. Mais alors bon, pour arriver à dire qu'il n'existe pas, il faut le faire, parce que l'être, c'est précisément ce qui a l'existence. Bon, on a déjà dit. Mais on insiste un peu quand même pour montrer dans quelle situation on est aujourd'hui du point de vue de la connaissance. Hein, et c'est un grand drame de notre société occidentale, et c'est pour ça qu'on perd la foi, qu'on perd toutes les valeurs les plus fondamentales, parce qu'on a perdu cette science fondamentale précisément. Ces degrés déterminaient aussi dans l'ancien temps les diverses sciences. Hein, vous savez, si vous ne savez pas, vous l'apprenez. Le domaine du degré physique, c'était la physique, entendue à cette époque comme la science qui étudiait tout ce qu'il y a de sensible. Hein, et donc englobait l'étude des corps, mais aussi la biologie, la botanique, la minéralogie. Hein. Vous savez qu'au début, les philosophes c'était les scientifiques de l'époque, hein, c'est ceux qui cherchaient les secrets du monde, comme encore aujourd'hui. Le domaine du degré mathématique n'a pas beaucoup changé, c'est toujours celui des mathématiques. De même que le domaine du degré métaphysique, c'est toujours celui de la métaphysique. Le changement avec aujourd'hui, ce qui est une conséquence de ces philosophies erronées, c'est que là, oui, comme on le disait, la métaphysique a perdu de sa valeur dans l'opinion scientifique. Évidemment, puisqu'on ne reconnaît même pas la valeur de réalité à son objet, hein, c'est-à-dire à l'être, à cause des idéalistes comme Hegel et à la nature, à cause entre autres du nominalisme. Hein, on ne reconnaît pas la valeur de réalité de l'être à cause des idéalistes et de la nature à cause du nominalisme. Et donc la métaphysique ayant perdu sa place de science du cœur de l'être, on s'est rabattu sur les deux autres degrés, le degré physique et le degré mathématique, ce qui explique que la science qui a le plus la cote aujourd'hui, c'est la physico-mathématique, et qui donne une interprétation mathématique de la réalité corporelle. On a vu que la recherche de l'intelligence est de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» et que seule la nature répond à cette question, parce que la nature, l'essence, c'est la définition, c'est ce qui dit ce qu'est la chose. Et cela, c'est la métaphysique qui l'apprend, qui va au-delà de la physique pour atteindre le cœur de l'être, où est la nature de l'être. Mais du fait qu'on a perdu la métaphysique pour les raisons qu'on vient de dire, et que l'intelligence, malgré tout, continue de se poser la question « qu'est-ce que c'est ?», on cherche à y répondre avec ce qui reste, c'est-à-dire avec la physique et les mathématiques. Et comme les mathématiques approchent plus du cœur de l'être, de ce que cherche l'intelligence, vous comprenez, de là est que les sciences maintenant donnent une interprétation de la réalité physique par les mathématiques. Vous comprenez un peu pourquoi voilà l'explication. Pourquoi la physico-mathématique tient le haut du pavé aujourd'hui. C'est intéressant de savoir ça, c'est important, parce que on comprend comme ça dans quel drame on est. Hein. Mais on comprend que ce n'est pas vraiment la réponse que l'intelligence désire. Elle approche du cœur de l'être, c'est vrai, avec les mathématiques, mais n'y parvient pas vraiment. Voyez. L'objet des mathématiques étant la quantité, les mathématiques ne donnent comme réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?» qu'une réponse de quantité, mais pas vraiment l'essence de l'être, le cœur de l'être. On reste à la périphérie. C'est le grand drame de notre époque, le grand mensonge, où l'on fait croire à nos jeunes, en particulier dans les grandes écoles, que le summum de la science qui va au cœur de l'être est la physico-mathématique, alors que si elle entre dans l'être, elle reste cependant à mi-chemin
et laisse l'intelligence sur sa faim. C'est ça aussi le grand drame. Comme aussi c'est par la métaphysique que l'on règle les problèmes de fond de la vie humaine, sans doute, puisqu'elle seule va au fond de l'être. De là est que les problèmes de fond de notre époque ne trouvent pas de solution. Parce qu'on a perdu la seule science capable de les donner. On voit jusqu'où vont ces philosophes erronés sur la nature de la connaissance. Pardon, on voit. On va le refaire. Le 27. On voit jusqu'où vont ces philosophies erronées sur la nature de la connaissance. Du fait que la métaphysique va au cœur de l'être, elle est comme la directrice des autres sciences, en ce que c'est elle qui a leur principe. C'est pas facile à comprendre non plus ça. De même en effet que la nature de l'homme, par exemple, découle tout ce qui est un homme, de même de la science qui étudie la nature, l'être, qui est la métaphysique, vont découler les principes fondamentaux des autres sciences qui étudient le reste. De même que la nature de l'homme découle tout ce qui est un homme, de même de la science qui étudie la nature, la métaphysique vont découler les principes fondamentaux des autres sciences qui étudient le reste. On comprend ainsi que, du fait qu'il y a une hiérarchie dans les degrés d'abstraction, il y en a aussi une dans les sciences qui y correspondent. En sorte que la science la plus élevée est la métaphysique, ensuite les mathématiques et en bas de l'échelle de la physique. Et de ce fait, de la hiérarchie des sciences, il y a une dépendance entre elles, en sorte que la physique a besoin des mathématiques, mais pas les mathématiques de la physique. Et les mathématiques ont besoin de la métaphysique, mais pas la métaphysique des mathématiques. Vous voyez ? Par exemple, un sujet principal de la physique, c'est le mouvement des corps, le changement. Et le mouvement implique le temps, et le temps implique la quantité, qui est le domaine des mathématiques. Mais les mathématiques, du fait qu'elles abstraient des conditions sensibles, pour ne garder que la pure quantité, abstraient du domaine de la physique, et donc elles s'en passent. De même, la science mathématique a besoin de la notion de vérité pour établir ses théorèmes, pour déterminer ce qui est vrai ou faux dans ces théorèmes, et de même la physique, mais la métaphysique n'a pas besoin des mathématiques ni de la physique, parce qu'elle abstrait de la quantité, le domaine des mathématiques, et du sensible, le domaine de la physique, pour ne garder que l'être comme tel. Ça va l'eau, La métaphysique est donc comme directrice, rectrice des autres sciences, et comme on l'a perdu aujourd'hui, on comprend pourquoi un peu, en partie, le grand chambardement d'aujourd'hui, où plus personne, même les spécialistes, ne sait où il en est dans les questions importantes de la vie humaine. Vous voyez ? C'est un peu comme si le gouvernail était cassé. Mais comme les scientifiques sont des gens très intelligents, ils sentent bien que les problèmes de fond sont des problèmes métaphysiques. Et comme on en a perdu la science, ils veulent traiter ces problèmes avec leur physico-mathématiques. Et ce qu'ils peuvent bricoler de métaphysique par eux-mêmes, ce qui donne du bricolage en fin de compte. Vous comprenez ? Très important ce qu'on dit là. Par exemple, on veut traiter de l'existence de Dieu avec la physico-mathématique. Alors que, je pourrais vous poser la question d'ailleurs, là, pour voir si vous arriveriez à répondre, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas là, alors que la notion d'existence est une notion essentiellement métaphysique. Pourquoi ? On l'a vu. Parce que la métaphysique s'occupe de l'être, et l'être c'est ce qui existe.
Il y a d'un côté l'essence et de l'autre côté l'existence. On le reverra dans le cours sur la démonstration de l'existence de Dieu cette année. Autre exemple, les scientifiques veulent traiter de la notion de causalité comme d'une succession d'événements, alors que ça n'a rien à voir. Ils n'y comprennent rien parce que la notion de causalité est une notion métaphysique. Bon, ils n'y comprennent rien. Peut-être qu'ils comprennent un peu, mais c'est pas bien établi parce qu'on a rejeté la métaphysique. On croit que la science a évolué et que la métaphysique a dépassé. Mais la physique ne sera pas plus dépassée que son objet qui est l'être. On ne peut pas, si on rejette une science, on rejette en même temps l'étude de son objet. Et si on rejette l'étude de l'objet de la métaphysique qui est l'être, ben on rejette l'existence, on rejette l'essence, et puis voilà, bonjour les dégâts. Tant que l'être, ce qui existe, demeurera, la métaphysique demeurera. Parce que la métaphysique, c'est la science de l'être. Il faut donc non seulement ne pas l'évacuer, mais la rétablir de toute urgence. Il en va de la santé mentale de notre Occident. Voilà. Bien, c'était un beau la fin de cette deuxième partie. C'était un peu dur, mais vous comprenez qu'il y a besoin de ces réflexions. Là, vous pouvez, bon, peut-être pas tous, il faut avoir un petit peu l'esprit scientifique, c'est sûr. Mais c'est bien pour comprendre dans quel état est notre pensée occidentale. Voilà, merci de votre attention et à bientôt à la troisième partie de ce cours. Alors je signale aussi, oui, peut-être en passant que à Paris ils ont supprimé pas mal de ces cours-là, parce que c'est vrai que c'est d'un intérêt un peu réduit, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, et c'est assez difficile à suivre. Et moi je pense qu'il faut les garder, parce que il y a quand même une richesse d'enseignement là qu'il est utile de savoir. Donc pour les autres, si on peut dire entre guillemets, si vous ne suivez pas tout très bien, vous inquiétez pas trop, on va retomber sur nos pieds par la suite, mais tâchez quand même d'en saisir les grandes lignes, parce que ça explique où on est. Et quand on avance par exemple dans un terrain boueux, si on a 50 cm ou 70 cm de boue, il faut le savoir. Parce que si on se précipite là-dedans comme sur un sol dur, on risque de se rétamer, de se mettre la tête dans la boue et puis d'étouffer. Bon. C'est une comparaison plaisante, mais qui n'est pas si loin que ça de la réalité. On est vraiment dans une situation dramatique du point de vue de la pensée. Voilà, à tout à l'heure.